Bonjour à tous. Alors voici la correction de la première activité du nouveau thème de géologie. Donc la surface terrestre, des contrastes entre les océans et les continents. Alors sur ce premier document, vous avez toute la terminologie qu'on utilise pour décrire le relief. Donc le relief, en fait, ça s'appelle la topographie, l'étude du relief. Donc aussi bien le domaine océanique que le domaine continental. Alors tout d'abord, la première activité pour prendre conscience de ce relief, c'était le profil à faire avec Google Earth. Donc lorsque vous ouvrez Google Earth, vous avez ici deux petits points de repère qui ont été sélectionnés pour montrer un maximum de diversité de topographie, aussi bien au niveau océanique qu'au niveau continental. Donc si je trace rapidement le profil. Voilà, donc on obtient ceci. Alors, ce qui est intéressant de voir quand on se promène sur le profil, c'est que, voilà, au niveau océanique, alors déjà avant de repérer le niveau océanique, vous voyez, donc ici, on a le repère 0, donc le niveau de la mer, si on suit cette ligne. Dès qu'on est au-dessus du niveau de la mer, ce sont les terres émergées, et ensuite, ici, là, hop, tout ça, nous avons l'océan Atlantique. Donc on voit une grande diversité de relief. Alors je vais passer tout de suite à la correction que je vous affiche. Voilà. Donc première chose, si on part vraiment à l'extrême ouest de la coupe, eh bien vous avez bien sûr ici votre continent sud-américain. Et vous voyez qu'au niveau de l'océan Pacifique, ici c'est un petit morceau d'océan Pacifique, eh bien la côte est extrêmement abrupte et on a ce qu'on appelle une fosse océanique qui descend jusqu'à 7840 mètres de profondeur. Alors cette fosse océanique témoigne d'une structure particulière au niveau de la tectonique des plaques. Vous savez depuis le collège que les plaques bougent et qu'on a différents types de mouvements de plaques. Donc soit des plaques qui s'écartent ou des plaques qui vont aller l'une contre l'autre. Alors cette fosse océanique, en fait, elle représente ce qu'on appelle une zone de subduction. Donc là, on a la plaque pacifique qui va venir passer sous la plaque américaine. Donc la plaque pacifique s'enfonce dessous. Et donc là, nous avons le plan de cette plaque qui s'enfonce en profondeur. Et donc ça va créer au niveau des reliefs, des fonds océaniques, de grandes fosses. Les fosses les plus profondes, c'est au niveau des Mariannes. On peut atteindre plus de 11 000 mètres de profondeur. Donc vous imaginez une profondeur océanique à plus de 11 km sous la surface de l'océan. Alors si on remonte maintenant à la surface de notre continent, nous avons ici une chaîne de montagnes. Une chaîne de montagnes en fait qui fait partie de la cordillère des Andes. Et donc ces reliefs sont typiques des zones de subduction. Associées à une zone de subduction en milieu marin, on a toujours une chaîne de montagnes qui est située à proximité immédiate au niveau du continent. Alors tout ça, on l'expliquera en cours à travers les différents chapitres. Donc là, nous avons une chaîne de montagnes et on arrive à 5119 mètres d'altitude. Ensuite, lorsqu'on fait bouger le curseur sur Google Earth, on voit à ce niveau-là, on est à une altitude de 88 mètres environ. Donc 88 mètres, ça correspond à ce qu'on appelle les plaines continentales. Quand vous lisez le document de description, que je vous ai mis le document 1, donc les plaines sont caractérisées par une altitude relativement faible. Ensuite, nous avons ici le plateau. On a un plateau à 800 mètres d'altitude, donc cette zone-là. On va parler de plateau lorsqu'on est au-delà de 200 mètres. Et ensuite de ce plateau, on tombe au niveau de l'océan. Donc là démarre notre océan Atlantique. Donc la zone la zone qui constitue la continuité, vous voyez, du continent, mais qui est sous l'eau, eh bien cette zone-là, c'est ce qu'on appelle un plateau continental. On va se retrouver à une profondeur d'environ 60 mètres sous l'eau. Donc c'est pas très profond. Ensuite, ça descend abrupte. C'est clairement ce qu'on appelle des talus et que je vais vous montrer sur Google Earth.
Ensuite, on arrive au niveau des plaines abyssales. Donc les plaines abyssales, on est aux alentours de 5000 mètres de profondeur. Et donc vous voyez que cette plaine abyssale fait suite à un relief qu'on appelle une dorsale océanique. Et on a à nouveau une plaine abyssale. Donc on a quelque chose de symétrique. Une dorsale avec deux plaines de chaque côté. Alors cette dorsale, si vous regardez la différence d'altitude, vous voyez on a 2000 mètres d'altitude. En gros, c'est comme si au fond de l'océan, à 5000 mètres de profondeur sous l'eau, eh bien on avait une chaîne de montagnes qui peut faire à peu près 2000 mètres de haut. Donc vous imaginez, c'est comme, on va pas dire les Pyrénées, c'est plus haut, on est à 3000 et quelques mètres au sommet des Pyrénées, mais c'est comme si vous avez l'équivalent d'une chaîne des Pyrénées, un tout petit peu moins haute, au fond de l'océan. Donc ces dorsales océaniques on parle de véritables chaînes de montagnes sous-marines, et lorsqu'on les relie toutes les unes aux autres, eh bien ces chaînes de montagnes peuvent faire jusqu'à 60 000 km de long. Donc ce sont vraiment des structures très importantes que je vais vous remontrer après aussi sur Google Earth. Et ensuite, nous remontons au niveau du continent africain avec toujours cette pente abrupte que l'on appelle le talus. Ici, le plateau continental que je n'ai pas légendé, et ici, notre continent africain. Voilà, donc si on regarde un petit peu les reliefs de notre planète, donc là, je vous ai mis une image en 3D qu'on obtient avec un logiciel qui s'appelle Sismologue, et j'espère qu'on aura l'occasion de l'utiliser en vrai, qui permet de faire des coupes. Alors là, j'ai fait la coupe exactement à l'endroit de la coupe que vous avez faite avec la fosse océanique. Donc vous voyez, la fosse océanique, notre plaque pacifique, et ici nous avons la chaîne de montagnes qui fait partie de la cordillère des Andes. Je vous ai mis ici une carte des fonds marins pour vous présenter ces différents reliefs qu'on a identifiés sur la coupe. Alors vous avez, si on part ici de notre continent sud-américain, excusez-moi, mais également nord-américain. Donc nous avons nos continents, et puis ensuite vous voyez ces zones là qui sont pas très en pente, en fait c'est la prolongation de notre continent. Et bien ces zones là, c'est ce qu'on appelle les plateaux continentaux, ces zones un petit peu plates. Donc on en a ici, là on le voit très bien, plateau continental ici. Ensuite on a cette pente abrupte qui correspond au talus que l'on observe dans tous les cas. Ici le talus est là. Ensuite, on a les plaines abyssales qui sont à 5000 mètres et les chaînes de montagnes sous-marines, les dorsales. Donc, vous voyez la dorsale atlantique qui va se prolonger ici dans l'océan Indien, faire suite à la dorsale indienne, qui se prolonge également, et nous avons ici la dorsale pacifique. On retrouve notre continent nord-américain ici, avec la fameuse fosse identifiée tout à l'heure que l'on retrouve à l'identique ici. Alors, on va revenir sur Google Earth, et donc je vais enlever le trajet, décocher tout comme je vous l'avais conseillé. Voilà. Alors, je me repositionne, et donc maintenant, je vais vous montrer, voilà, ces fameux reliefs en milieu océanique qu'on connaît moins. Donc vous avez donc ici bien sûr la dorsale qui est au milieu de l'Atlantique, on l'appelle la dorsale médio-atlantique, cette dorsale océanique qui se poursuit ensuite. Ici, vous voyez, on suit sa trace, on la retrouve ici, voilà, puis dans l'océan Indien et dans l'océan Pacifique comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Alors ensuite, au niveau des plateaux continentaux, vous voyez, si je me mets au large ici de la France, donc si on zoome, eh bien voilà, cette partie-là, c'est donc le plateau continental, donc c'est sous l'eau, mais en fait c'est une prolongation de notre continent européen. Et vous voyez à cet endroit-là que en fait, la topographie change. Eh bien ici, il s'agit du talus. Et je remets comme il faut, le fameux talus continental avec une pente très abrupte.
Et ensuite, suite à ce talus, nous avons ici la plaine abyssale. Voilà, donc on va terminer avec les reliefs en milieu marin. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça nous donne, hein, voilà, ça nous donne donc ce profil que normalement vous avez dû compléter, hein, avec les différents éléments dont je vous avais parlé, le nom des océans, repositionner les termes qui figuraient dans l'explication, les termes soulignés, quelques repères d'altitude, voilà, hein, et les continents pour situer un petit peu où est-ce que l'on est. Alors, si on regarde maintenant la suite de l'activité, voilà, on arrive à cette question, la fameuse distribution bimodale des altitudes. Alors, ce document, en fait, représente les différentes surfaces terrestres. Donc, vous voyez, vous avez ici le pourcentage de surfaces terrestres en fonction de leur altitude. Donc, en gros, quand on regarde ce document, eh bien, première chose, il faut bien comprendre comment on l'a comment on l'a établi. Donc tout simplement, vous imaginez que notre globe terrestre, on l'a quadrillé, hein, comme on vous l'explique, en surface de 1 km². Donc la totalité de notre globe terrestre, fond océanique compris, est découpée arbitrairement en carrés d'1 km². Et on va regarder pour chacun de ces carrés, eh bien, quelle est leur altitude moyenne. Et donc, on va ainsi recenser la totalité des surfaces terrestres. Et ensuite, on va dire, bah tiens, j'ai tant % de surface terrestre qui est à telle altitude ou telle profondeur. Et donc, ça va nous donner cet histogramme-là. Alors, on va voir comment le lire, mais déjà, première question, je vous demande quelle est l'altitude la plus représentée à la surface des continents, donc entre quelle et quelle valeur on est. Donc on voit effectivement le niveau 0, notre niveau océanique, et donc on voit que l'altitude la plus représentée, c'est celle-ci. Eh bien on se situe entre 0 et 1000 mètres d'altitude, hein, puisque là c'est en kilomètres. Donc entre 0 et 1 km d'altitude, on a un peu plus de 20% des terres émergées qui sont situées entre 0 et 1000 mètres d'altitude. Donc en gros des plaines et des plateaux. Donc voilà, je vous dis quel pourcentage, hein, donc si vous mettez environ 20%, c'est bien, sinon on doit être à peut-être 21-22%. Maintenant, au niveau océanique, quelles sont les profondeurs les plus fréquentes au fond des océans? Entre quelle et quelle valeur? Alors au fond des océans, eh bien on serait plutôt, voilà, hein, la profondeur majoritaire, c'est une profondeur entre 4 et 5000 mètres de profondeur. Hein, mais on voit qu'on n'est pas très loin de 6000. Donc l'essentiel des fonds océaniques, si on prend une fourchette large et qu'on prend ce pic-là, eh bien on serait entre 3000 et 6000 mètres de profondeur. Donc sous la surface des océans, l'essentiel des surfaces se trouve à une profondeur située entre 3 km et 6 km sous la surface de l'océan. Donc ce sont des profondeurs très importantes. Et donc le pourcentage que cela représente, eh bien il faut faire tout simplement la somme de tous ces pourcentages. Hein, donc là on a pas tout à fait 25%, mais ici pas tout à fait 15%. Donc ça nous fait 40. Excusez-moi, je me trompe. Donc on va additionner ici nos 23% avec ici nos 14% à peu près. Et ici nos 16%. Donc on va se trouver à peu près à un peu plus de 50% de la surface sous l'océan, hein, qui se trouve entre 3 et 6 km de profondeur. Alors ensuite, cette répartition des profondeurs et des altitudes, les géologues ont qualifié cette répartition en fait de distribution bimodale des altitudes. Alors, distribution bimodale, en fait, on comprend bi qui veut dire deux. En gros, ça veut dire qu'on a deux
altitudes de profondeur, selon le cas, majoritaires à la surface du globe. Hein, donc effectivement, ça se voit bien. On voit qu'on a deux pics. Un pic au niveau des continents, avec en fait une altitude moyenne, hein, si on fait la moyenne de toutes les altitudes continentales, on a une moyenne d'environ 800 mètres d'altitude pour nos continents. Hein. Et ensuite, on a bien une profondeur moyenne également qui fait un pic. Hein, aux alentours, si on fait la moyenne de toutes ces profondeurs rapportées aux surfaces terrestres, une profondeur moyenne d'environ 3800 mètres au fond des océans. Donc cette distribution bimodale, hein, on la définit, on la justifie par l'observation de ces deux pics, hein, qui sont majoritaires à la surface des continents ou en profondeur au niveau océanique. Voilà, deux reliefs essentiels. Alors maintenant, on va passer à la nature des roches, hein, puisque là on a vu le relief, mais finalement le fond des océans, de quoi c'est formé, et la surface des continents, de quoi c'est formé. Donc on passe au grand 2. Donc la nature des roches présentes à la surface de notre planète. Donc vous aviez plusieurs ressources. Moi je vous ai mis dans le diaporama une carte géologique de France qui se rapproche davantage de la vraie carte que je vous montrerai lorsque on sera en présentiel. Mais vous avez une carte simplifiée qui est plus simple à comprendre dans votre manuel page 110. Et donc, voilà, donc vous avez le diaporama avec les échantillons de roches. Et je vous ai mis ici, en fait, un document avec les 3 grands principaux types de roches à la surface de notre planète. Qu'il s'agisse de roches continentales ou de roches océaniques. C'est valable pour les deux. Alors, on va passer au diaporama avec l'observation des différentes roches. Et tout d'abord, le milieu continental. Alors, en milieu continental, si on regarde la carte géologique, alors attendez, on va plutôt prendre... Oui, on va garder celle-ci. Voilà, donc si on regarde la carte géologique de France, eh bien, on voit qu'on a donc déjà tout un tas de couleurs, et en fait, ces couleurs représentent les âges géologiques. Hein, donc, par exemple, vous voyez tous les terrains qui sont en jaune ici, eh bien, ce sont des roches de l'ère tertiaire. Et donc, l'ère tertiaire, on est entre 65 millions d'années et quelques millions d'années ici. On ne voit pas le chiffre exact. Hein, on est à 3-4 millions d'années par ici. On a l'ère quaternaire au-dessus, hein, mais qui représente finalement très peu à l'échelle géologique. Toutes les roches que vous avez ici en vert et en bleu, eh bien, ce sont des roches toujours sédimentaires, des roches qui appartiennent à l'ère secondaire. Donc l'ère secondaire qui a démarré il y a 250 millions d'années et qui se termine il y a 65 millions d'années avec la disparition des dinosaures d'ailleurs. Alors pour ces roches, on en observe différentes catégories. On a des roches qu'on qualifie de sédimentaires et vous avez également des roches métamorphiques et éruptives. Alors, de quoi s'agit-il? On va les passer en revue, ces roches. Alors là, vous avez une carte simplifiée, j'y reviendrai plus tard, une carte simplifiée de la France avec la répartition des roches. Mais bon, tout d'abord, alors une roche sédimentaire. Hein, donc ces roches sédimentaires, ce sont des roches qui proviennent voilà, de l'accumulation de dépôts d'autres roches en fait, qui ont été fragmentées essentiellement. Hein. Donc vous avez entendu parler de l'érosion, cette érosion en fait qui se fait essentiellement par l'eau, va abîmer, altérer la surface des continents. De cette manière, on a des petites particules de roche, des graviers, des petits bouts de rochers, des petits sables qui vont être arrachés au relief, essentiellement par l'eau, le gel, le dégel qui fait éclater les roches, surtout au niveau des chaînes de montagne. Eh bien, ces particules vont être apportées dans la vallée ensuite, apportées dans les vallées par les cours d'eau. Ensuite, ces particules vont se déposer à un endroit où il n'y a plus de courant,
hein, dans un bassin, ce qu'on appelle un bassin sédimentaire, et elles vont se compacter et vont devenir des roches sédimentaires. Autre possibilité pour avoir des roches sédimentaires, eh bien, ce sont des éléments chimiques qui peuvent précipiter. Hein, donc l'eau est chargée en minéraux, vous le savez, et donc ces minéraux, parfois arrivés dans certaines conditions, vont précipiter et donc vont se solidifier et former d'autres types de roches sédimentaires. Alors vous avez ici des photos, donc des photos de roches sédimentaires. Donc vous avez par exemple de l'argile. L'argile, ce sont de très très fines particules. Et donc ces fines particules, quand elles se compactent, eh bien ça va se solidifier et former donc ces roches sédimentaires qu'on appelle des argiles. Vous avez également les calcaires. Donc les calcaires peuvent contenir ou pas des coquilles d'êtres vivants. Hein, donc là on va parler de calcaire coquillé. La coquille de ces êtres vivants est composée de calcaire. Et quand ils fabriquent leur coquille, ça va favoriser la précipitation des ions carbonate qu'il y a dans l'eau. Et donc ça va former un ciment qui accroche les coquilles les unes aux autres. On peut aussi avoir des calcaires dans lesquels il n'y a pas de coquille. Ça peut être juste une simple précipitation chimique. Alors vous avez la célèbre falaise d'Étretat qui est entièrement composée de calcaire. Donc nous avons des centaines de mètres de dépôts de calcaire. Donc voilà, roches sédimentaires, donc nous avons les calcaires coquilliers ou pas. Ensuite, autre type de roches, ce sont les grès. Donc les grès de Fontainebleau par exemple. Fontainebleau auparavant était recouvert par un océan, donc forcément il y avait du sable au fond. Et donc ce sable, avec le temps, la mer s'est retirée et ce sable s'est compacté et un ciment s'est en fait a précipité entre les grains de sable. De cette manière, les grains de sable sont accrochés les uns aux autres par un ciment. Et ce ciment, ce sont des éléments chimiques qui ont précipité. Ça nous fait donc une roche dure que l'on appelle le grès. Le grès, c'est du sable solidifié. Compacté. Enfin, dernière catégorie de roches sédimentaires, les évaporites. Alors, je vous ai mis ici du gypse, que peut-être vous connaissez sous la forme des roses des sables. Et ici, nous l'avons qui est sous une autre forme. Donc pareil, ce sont des éléments chimiques qui ont précipité et qui constituent ces fameuses roches sédimentaires. Alors, autre catégorie de roches maintenant, les roches magmatiques. Donc ces roches magmatiques, il faut bien comprendre, comme leur nom l'indique, eh bien ces roches magmatiques proviennent de la solidification d'un magma. Donc ces roches magmatiques, selon la vitesse à laquelle elles ont refroidi, vont prendre des aspects différents. Par exemple, dans le cas du granit ici, eh bien, vous voyez que le granit est composé de gros cristaux de différentes couleurs. Donc ces cristaux, on les identifiera en travaux pratiques. Mais on voit que cette roche, elle est entièrement cristallisée. On a des gros cristaux. Et donc ce type de cristallisation témoigne d'un refroidissement lent. Ces roches, on va les appeler des roches magmatiques plutoniques. Plutoniques parce qu'elles sont entièrement cristallisées. Et donc la structure de ces roches, une roche entièrement cristallisée, on dit qu'elle a une structure grenue. Grenue, ça vient de grain, entièrement composé de grains. À l'opposé, vous avez ici une autre roche continentale qu'on appelle une andésite. Et bien là, vous voyez que nous avons quelques petits cristaux par-ci par-là, mais ces petits cristaux sont dans une pâte non cristallisée. Et bien là, il s'agit clairement des roches que l'on qualifie de roches volcaniques. On peut également les appeler des roches éruptives. Et on va dire qu'elles sont semi-cristallisées, c'est-à-dire pas entièrement cristallisées. Des petits cristaux dans une pâte non cristallisée. Alors en fait, cette pâte qui paraît non cristallisée à l'œil nu, elle peut effectivement ne pas être cristallisée du tout. Ou alors, elle peut être cristallisée, mais avec des tout petits cristaux invisibles à l'œil nu, et souvent qui ont des formes de petites baguettes que l'on appelle des microlithes. Donc on va qualifier la structure de ces roches de structure microlithique. Alors ces roches, on les observera en vrai, à l'œil nu et au microscope. Et donc au microscope, vous comprendrez parfaitement bien
ces termes de structure grenue ou microlithique. Hein, c'est beaucoup plus parlant quand on observe au microscope qu'à l'œil nu. Et enfin, dernière catégorie de roches, les roches métamorphiques. Donc une roche métamorphique, ce qu'il va falloir retenir, c'est une roche qui est en fait une roche qui a été transformée à l'état solide. Donc au départ, on avait une roche sédimentaire ou une roche magmatique, qu'elle soit plutonique ou volcanique, ça n'a pas d'importance. Donc une roche au départ, peu importe son origine, et cette roche a subi des contraintes importantes. Ces contraintes, ça peut être une augmentation de pression et une augmentation de température. Vous voyez par exemple ici sur le petit diagramme, quand la roche s'enfonce en profondeur, par exemple sous des contraintes tectoniques, ou est plissée, elle va subir une augmentation de pression et de température. Et ces augmentations de pression et de température vont agir sur les minéraux. Hein. Ça va dans un premier temps les déformer ou les faire fondre, les réorganiser et même entraîner la création de minéraux nouveaux. Donc ces roches métamorphiques vont avoir des caractéristiques bien particulières. Pour les reconnaître, c'est assez simple. En fait, quand vous regardez ces roches, eh bien, on reconnaît plus ou moins facilement la roche d'origine. Par exemple, si je prends un granit, que vous avez vu tout à l'heure, eh bien ce granit qui va subir des modifications de pression et de température, ce granit, on voit qu'il est comme compressé et il fait des sortes de petits lits de minéraux, hein, comme si la roche avait été écrasée par en haut et par en bas. Et donc cet écrasement va réorganiser les minéraux en lits. On voit que la structure est litée. De la même manière, vous avez un morceau de calcaire et ce calcaire qui subit de fortes pressions, eh bien, va se transformer en marbre. Nous avons ici une argile que vous avez observée précédemment, un exemple de roche sédimentaire. Eh bien, cette argile compressée, comprimée, va former ce qu'on appelle un schiste. Donc un schiste qui se découpe en petits feuillets, comme ceci. Hein. Donc c'est comme les ardoises en fait. Une ardoise, hein, vous avez tous en tête, je pense, les ardoises qu'on peut trouver dans la nature. Ces ardoises, on voit qu'elles sont bien feuilletées, hein, bien découpées en petits feuillets. Voilà, donc ça c'était pour les roches que l'on trouve sur les continents. Maintenant, en milieu océanique, c'est relativement plus simple. En milieu océanique, eh bien, on a essentiellement un seul type de roche. Enfin, pour être exact, on en a deux types, mais les roches qui composent les fonds océaniques sont des roches magmatiques, soit des roches magmatiques volcaniques de type basalte. Donc, on observe la même chose que pour l'andésite tout à l'heure, quelques cristaux visibles à l'œil nu, dans une pâte qui paraît non cristallisée à l'œil nu. Donc ces roches volcaniques sont des roches en fait qui refroidissent très rapidement. Et comme elles refroidissent très rapidement, les cristaux n'ont pas le temps de se former. Ou alors ils se forment, ils sont tout petits. Hein, donc c'est compliqué de les observer à l'œil nu. Ensuite, nous avons ici un gabbro, donc c'est également une roche magmatique que l'on trouve au fond, dans les fonds océaniques. Et donc ces gabbros, tout comme le granit, hein, vous voyez d'ailleurs que ça ressemble à un granit, c'est juste un peu plus sombre. Eh bien, ce gabbro, il est entièrement cristallisé. On a des cristaux noirs et des cristaux blancs. Donc il s'agit d'une roche magmatique plutonique. Alors, si on revient maintenant à notre activité, voilà. Donc, vous aviez à relever les différents types de roches continentales. Donc, les différents types de roches continentales, on a les roches sédimentaires, les roches magmatiques et les roches métamorphiques. Alors, pour les resituer au niveau du continent, je reviens vers mon diapo. Voilà, donc pour comprendre l'organisation en fait de notre pays, eh bien si on regarde en France, on a différents massifs composés de roches magmatiques ou métamorphiques. Eh bien ces massifs, donc la Bretagne, c'est en fait une ancienne chaîne de montagnes. C'était le massif armoricain
qui date de l'ère primaire. Donc c'est vrai, quand on va en Bretagne, on n'a pas l'impression que c'était une chaîne de montagne, mais cette chaîne de montagne était, au moment où elle s'est formée, aussi haute que les Alpes. Et donc cette chaîne a été érodée avec le temps, par essentiellement l'eau, le vent aussi, le gel et le dégel, et a émis énormément de particules détritiques. C'est des particules qui ont composé les roches sédimentaires. Et donc regardez, ces sédiments qui sont ensuite ici représentés dans les bassins sédimentaires, bassin aquitain et bassin parisien. Alors on a également le bassin rhodanien qui est ici, mais les deux principaux bassins sédimentaires de notre pays sont le bassin aquitain et le bassin parisien. Autre chaîne de montagnes ancienne, le massif central. Donc le massif central, pareil, on a des reliefs essentiellement dus aux volcans maintenant. Donc on a vous voyez, des roches magmatiques, éruptives, volcaniques. Les volcans actuellement ne sont plus en activité, mais ils ont pas mal modelé le paysage. Et ça s'est fait ultérieurement, une fois que cette chaîne de montagnes ancienne a été érodée. Autre chaîne de montagnes un peu plus ancienne, ce sont également les Ardennes que vous avez là. Et enfin, en chaîne de montagnes récente, nous avons les Pyrénées et les Alpes. Donc chaîne de montagnes récente qui se caractérise par un relief plus important. Donc dans ces chaînes de montagnes, anciennes ou récentes, on a essentiellement des roches magmatiques et des roches métamorphiques. Les roches sédimentaires, vous voyez le profil, elles s'accumulent dans les bassins sédimentaires et elles proviennent de l'érosion des reliefs qui sont aux alentours. Voilà, donc pour nos 3 types de roches, c'est terminé. Maintenant, vous aviez ce tableau à compléter. Donc en milieu continental, on a bien dit qu'il y avait 3 types de roches. Alors attention, là vous avez un type de roche qui est divisé en 2. Donc tout de suite on peut l'identifier. Ce sont les roches magmatiques qui existent sous version volcanique ou version plutonique. Donc roche magmatique, volcanique, vous aviez l'exemple de l'andésite, et roche magmatique plutonique, vous aviez l'exemple du granit. Ensuite, autre type de roche, roche sédimentaire. Donc les roches sédimentaires, c'est un exemple au choix parmi les différentes roches que je vous ai citées dans le diaporama. Donc il peut s'agir d'une argile, il peut s'agir d'un grès, il peut s'agir du calcaire, etc. Et enfin, vous avez, dernière catégorie, les roches métamorphiques. Donc ces roches métamorphiques, on a aussi différents exemples. Il peut s'agir d'un schiste, c'est-à-dire une argile qui a été comprimée. Il peut s'agir d'un gneiss, donc cette fois-ci c'est une roche, un granit comprimé. Ou alors un marbre, qui est une roche sédimentaire, cette fois-ci comprimée. Et enfin, dans nos roches océaniques, on a un seul type de roche, les roches magmatiques, qui existent sous version volcanique, c'est le cas du basalte, et sous version plutonique, c'est le cas du gabbro. Voilà. Donc nous avons terminé la correction de cette activité. Je vous rappelle, l'objectif c'était de comprendre et de se rendre compte des différents types de reliefs à la surface de la planète. Donc différents types de reliefs dont vous avez les noms ici. Et associés à ces grands domaines qui constituent notre planète, donc essentiellement le domaine océanique et le domaine continental, les principales roches qui les composent. Alors suite à cette activité, on fera un TP lorsqu'on sera en présentiel où on observera toutes ces roches au microscope. Donc vous apprendrez à utiliser un microscope polarisant et à identifier les minéraux de ces roches. Voilà, donc je vous transmets également le cours qui correspond à la séance d'aujourd'hui, que je vais vous demander soit de photocopier, d'imprimer
peut-être pas de copier, c'est un peu long, mais enfin si vous n'avez rien d'autre, hein, de recopier le cas échéant. Donc le bilan de l'activité 1 que nous venons de corriger, avec cette fameuse répartition bimodale des altitudes que j'explique et enfin voilà, que je vous explique. Ensuite, vous marquerez quand même le TP1, on ne va pas le faire aujourd'hui ni cette semaine, mais on le fera en présentiel, donc vous pouvez le noter. Et donc ce TP1 ne nous apprend rien de nouveau. Par contre, au niveau de la pratique, il va être très important pour la classe de terminale, hein, puisque vous allez apprendre à utiliser ce microscope et surtout à reconnaître les minéraux. Donc ici, vous avez le détail des roches de la croûte continentale, les différents types de roches, hein, dont on a parlé. Alors, on a vu qu'on a 3 types de roches, mais en fait, l'essentiel des roches, vous voyez ici, je vous ai mis une coupe de la croûte continentale, donc une coupe en profondeur. Là, on est à la surface, là, on est à 30 km de profondeur. Eh bien, la croûte continentale, elle est composée essentiellement de roches métamorphiques et de roches magmatiques, hein, type granit. Et finalement, les roches sédimentaires, c'est uniquement en surface, c'est une très faible partie de ces roches de la croûte continentale. Pour la croûte océanique, eh bien, nous avons les basaltes qui sont en surface et les gabbros qui sont davantage en profondeur. Alors, quand vous ferez le TP, je vous ferai également calculer les densités des roches des croûtes océaniques et des croûtes continentales. Donc vous allez voir que non seulement elles n'ont pas les mêmes minéraux, elles n'ont pas non plus la même densité et les deux croûtes n'ont pas non plus la même épaisseur. La croûte continentale est beaucoup plus épaisse, vous voyez 30 km, que la croûte océanique qui n'en fait que 7. Eh bien, ce sont ces différences d'épaisseur, de densité et de nature des roches qui permet d'expliquer en grande partie cette fameuse répartition bimodale des altitudes. Hein, ce qui permet d'expliquer que certaines roches vont être plus en relief et d'autres plus en profondeur au niveau des fonds océaniques. Voilà, j'ai donc terminé pour la correction